Buonasera a tutti, merci de nous rejoindre sur Via Stile pour ce nouveau numéro d'Inchiesta consacré ce soir au tourisme. La Corse accueille tous les ans 3 millions de touristes. Le bilan de la saison 2017 n'est pas encore connu, mais on sait déjà que le nombre de passagers transportés atteint un nouveau record. Entre mai et septembre, il augmente de près de 4% par rapport à l'an passé. Une bonne nouvelle pour le secteur d'activité qui représente transport compris 30% du PIB de l'île, mais qui génère aussi des désagréments au plus haut de la fréquentation. Ce sont 500 000 habitants de plus en même temps sur une île qui en compte 330. Routes, déchets, ressources en eau, sites sensibles. Comment gérer ces flux et jusqu'à quelle limite? Quel modèle touristique pour la Corse? Ce sera les questions évoquées ce soir avec nos invités. J'accueille Marie-Antoinette Maupertuis. Bonsoir. Bonsoir. Conseillère exécutive et présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, Segunoy. Jean-Marie Seité, bonsoir. Maire de Galérie, vice-président de la communauté des communes de Cavi-Balagne et du Parc. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Bernard Duigé, le président de l'UMI, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Anne-Marie Lecce, journaliste à François Corse. Bonsoir. Buonasera. Vous avez réalisé un reportage qu'on va découvrir dans un instant. Alors la Corse a-t-elle atteint un seuil de tolérance quand on voit dans certaines régions d'Europe les vagues anti-touristes qui se lèvent? On peut se poser la question. Ce sera une des questions ce soir du débat. Et oui, j'ai envie de vous répondre pour l'instant pas encore, en tous les cas pas sous la forme de mouvements citoyens identifiés tels qu'ils se sont développés au Baléares, à Barcelone, à Florence ou encore à Venise. Pour autant, je vous le rappelle, dans les années 70, dans les années 80, le tourisme conçu comme une mono-économie, le tout-tourisme, on me disait à l'époque, a provoqué dans l'île des réactions de rejet, parfois violentes. Puis, le débat a évolué, plus personne ne le conteste aujourd'hui. Le tourisme fait partie des secteurs les plus importants de l'économie insulaire avec des bénéfices là encore important pour une partie de la population. En même temps, une autre partie de la population perçoit toujours ce tourisme comme un mal, nécessaire certes, mais un mal, et surtout la pression touristique dans des micro-régions destinées au tourisme devient oppressante pour les habitants. Impact environnemental, partage des ressources, accès aux sites ou encore spéculation immobilière. Des riverains de ces destinations privilégiées n'en peuvent plus, mais pas que. Cet été, des socioprofessionnels nous ont expliqué que si rien n'était fait, on irait à la catastrophe en termes de saturation. Enfin, les touristes, eux aussi, se plaignent désormais de cette surfréquentation estivale. Alors, on va regarder votre reportage qui va nous amener dans les zones à forte fréquentation, notamment la Balagne et l'extrême sud. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour le débat. Tourisme, la surchauffe estivale. Un reportage d'Anne-Marie Lecce et de Christian Giuliano. Ça ira mieux cet hiver, quand les touristes seront partis. De pire en pire. Il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de freins à la circulation, donc c'est sûr qu'on met plus de temps. Des touristes qui envahissent les routes, les plages, se jettent à l'assaut des sites classés. Et en réaction, des commentaires, des abusés ou un brin provocateur, la surfréquentation, la pression touristique et son impact sur le quotidien des habitants s'invitent de plus en plus dans le débat. Si vous descendez vers le 10 août, le long de la Solenzar en bas, on se demande comment ils tiennent dans la rivière. On se demande, c'est impossible. Ailleurs, en Méditerranée, en Europe, on parle déjà de rejet de tourisme de masse. En Corse, pour le moment, on discute de la nécessaire gestion des flux touristiques. Le tourisme, l'un des piliers économiques de l'île. Ou dit autrement, un booster pour l'emploi, un accompagnateur du développement. C'est juste la grosse saison, quoi. On sait que tous les voiliers de location, tous les bateaux de location et les Français partent en vacances au mois d'août. On n'y peut rien, c'est comme ça. La Corse, elle a besoin de se développer. Et ce n'est pas avec un bassin de 300 000 habitants qu'on va développer la Corse. Ou sinon, il faut dire, on va mettre la Corse sous cloche. Tout est saturé, donc ça va devenir de l'antitourisme. Urbanisation effrénée, infrastructure à la traîne, le tourisme une aubaine pour les uns, une activité subie pour les autres. Certains coins de l'île en été sont asphyxiés. Et quant à la surfréquentation, s'ajoutent des événements, la sécheresse, la pénurie d'eau à partager entre population, agriculteurs et touristes. La Corse se met en surchauffe. Il y a une surconsommation avérée depuis le début de l'été. Quand je dis avérée, c'est qu'elle est supérieure de pratiquement 15-20 points à la consommation de 2016.
et qu'elle est surtout en passe de battre tous les records. Aujourd'hui, on n'a pas 10 ans, je vous dis, on n'a pas 10 ans. La situation de cette année, nous la vivrons l'année prochaine, l'été prochain. J'aimerais me tromper, mais malheureusement, je pense que je ne me trompe pas. Fin juillet à Île-Rousse, la saison estivale battait son plein. Une saison 2017 dopée par la situation internationale et les températures. Il fait chaud, très chaud. Les plages deviennent un refuge contre la canicule. Depuis plusieurs semaines, pas la moindre goutte d'eau. Inédit, la végétation elle-même est en souffrance. Dans les réserves, le niveau baisse. Au barrage de Coudoulé, 6,5 millions de mètres cubes d'eau en temps normal, le déficit se creuse. C'est à côté de cette ressource principale de la Balagne qu'Antoine Orsigne, universitaire, nous a donné rendez-vous. Il se fait lanceur d'alerte. On tire trop sur les retenues. Alors on tire trop parce que c'est vrai qu'avec les températures élevées, l'agriculteur a besoin d'eau. Avec l'afflux touristique, le tourisme a besoin d'eau. Et donc là, on est en train de voir baisser. Moi, je suis inquiet de voir ce niveau aujourd'hui. Une situation à surveiller dans le nord-ouest de l'île. Une situation problématique à l'est. En juillet, en plaine orientale, la consommation a dépassé les 3 millions de mètres cubes d'eau semaine. Une consommation due aux agriculteurs et à leur méthode d'arrosage contestée. Pouh! Mais à l'autre bout de l'île, Xavier Luciani nous invite à observer une autre réserve, celle de Figari, alors vidée aux 3/4. Et cette fois, les agriculteurs ne sont pas les premiers responsables. L'eau du Sud, c'est 9 millions de mètres cubes sur 2 barrages. C'est aussi, en gros, 85% d'utilisation d'eau potable ou d'eau d'agrément. Et que donc, qui est visé en direct, c'est l'activité touristique et donc la surpopulation estivale. Donc cette réserve-là, un jour, il va falloir qu'on se pose le problème du stockage. Est-ce qu'il va falloir rehausser ce barrage? Je pense que oui, pour y ajouter au moins 1 million de mètres cubes, pour essayer donc d'avoir une réserve suffisante pour répondre à, je dirais, à la pression touristique et au développement, y compris agricole, pour les années à venir. Fin juillet, le président de l'Office hydraulique visait une surconsommation estivale, notamment dans les communes de l'extrême sud, de Solanzar à Bonifacio. Je veux bien croire que les mesures ont été prises, sauf que les chiffres sont têtus. Et que l'augmentation de 8% de la fréquentation à Bonivage ne peut pas expliquer les 60 000 mètres cubes hebdomadaires de surconsommation. C'est la première réponse. La deuxième, si tant est qu'il y ait des mesures qui ont été prises, je pense qu'il faut les amplifier. En colère, Xavier Luciani était venu ce jour-là présenter son plan d'investissement, mais surtout faire la leçon aux maires et aux professionnels de l'extrême sud. Un tiers-mérisme parfois vif, pour les élus, leur demander plus d'efforts et qui vaudrait pénaliser le tourisme. Il faut faire en sorte que les gens qui viennent aujourd'hui profiter de nos plages, etc., et qui ne payent pas comme ils payent quand ils vont au sport d'hiver, il faudra qu'ils payent. Est-ce qu'on va, dès l'an prochain, au budget de l'an prochain, est-ce qu'on va faire des arbitrages en disant, par exemple, on réduit les investissements routiers pendant 3-4 ans, on les réduit de 30%, de 40%, parce que là, qu'on passe à Nancy-Strai. À l'entrée du port, vous prenez sur la partie droite de la marina, ce sera le premier bassin à gauche. Le porte-plaisance de Porto Vecchio cet été, comme les précédents, affiché complet. Et pendant que l'on débattait limitation d'utilisation de l'eau, à quai, les lavages se poursuivaient normalement ou presque. Les loueurs de bateaux, les particuliers, ont d'abord bénéficié de 2 heures d'eau par jour. Puis, un autre arrêté a été pris, plus restrictif, interdisant tout lavage, enfin, pas tout à fait. Je pense qu'ils ont bien vu que ça gênait au niveau de la clientèle. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des bateaux sales. Voilà, après, il y a quand même une question d'hygiène. On ne peut pas se permettre de louer des bateaux et puis derrière sans les laver. Voilà. Au nom de l'aspect sanitaire, effectivement, vous avez eu cette autorisation? Ce n'est pas une autorisation, c'est une compréhension. Une indulgence au nom surtout d'une économie qui rapporte plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais à l'extérieur du port, c'est une autre politique sans concession qui a été appliquée. Et si cette station de lavage auto affiche en grand son autorisation de fonctionner, c'est qu'elle a été régie sans difficulté à l'administration. Son service est pourtant entièrement indépendant du réseau d'eau. Comment limiter l'empreinte environnementale de la surfréquentation estivale? Le maire de Porto Vecchio nous a reçus dans son bureau quelques jours après la visite du président de l'Office hydraulique. Il n'a pas apprécié les reproches qui lui étaient adressés. Il n'y a pas un problème de surconsommation, mais il y a un manque d'équipement public et hydraulique véritablement sur cette région. On ne peut pas demander à des personnes de venir s'installer, commercer sur Porto Vecchio ou tout au moins avoir un bateau et une embarcation et puis après ne pas assurer la qualité de service. C'est la même chose pour tous les socioprofessionnels
qui aujourd'hui ont eu un déficit de rentabilité qui se chiffre peut-être en milliers d'euros. Mais nous avons fait l'essentiel. Nous avons fait l'essentiel depuis déjà de nombreuses années. Le maire de Porto Vecchio se veut défenseur de l'emploi. Sa ville passe de 13 000 habitants l'hiver à au moins 100 000 l'été. Pour répondre à la demande touristique, la ville a fait un choix, une urbanisation décomplexée de résidences secondaires ou de résidences de vacances, et la Cité du Sel assume. Moi, je ne fais pas une fixation sur la résidence et la résidence secondaire. Pourquoi? Parce que la résidence secondaire, déjà, ici, à Porto Vecchio, paye une surtaxe justement pour éviter tout cela. Alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Mais elle consomme quand même. Ce n'est pas le cas ailleurs. Bien sûr qu'elle consomme quand même. Et il y a des dimensionnements de réseau qui sont identiques. Mais le problème que j'ai, c'est quoi? C'est sur la population locale qui veut construire, qui a la possibilité de construire et qui va quand même avoir une consommation importante d'eau. Et puis, à un moment donné, l'ensemble des investissements qui sont réalisés sur cette commune, c'est aussi un modèle et un principe économique. Ça fait travailler des entreprises, ça fait travailler des entreprises du second œuvre, ça fait travailler des entreprises qui sont dans le service. Donc, tout est étroitement lié. J'ai évoqué à l'Assemblée de Corse le problème des permis de construire. À un moment donné, on ne peut pas demander aux plombiers de service de mettre des installations sur une surdemande. Aujourd'hui, on n'a pas de contrôle de cette planification des PLU et des grandes dispositions du PADUC. Donc, il est évident que nous devons rentrer dans le jeu qui implique, à mon sens, l'ensemble des agences d'office de la CTC. Partout où nous avons posé notre caméra dans les micro-régions dédiées au tourisme, une économie résidentielle vient s'adosser à l'économie touristique. Employeurs du BTP, élus locaux évoquent constamment la fin d'une bulle immobilière. Reste que les dizaines et dizaines de permis de construire apposés cet été sur les bords de route annoncent bien les prochaines constructions. Des logements destinés à une population estivale sur des réseaux saturés. Et c'est bien là le problème. Exemple, à Tarco, sur la commune de Conca. Aucune de ces résidences n'a pu être branchée à un réseau de tout à l'égout. C'est le cas dans bien d'autres communes. Et même à Porto Vecchio, Villefort. Et si nous décidons à ce moment-là du reportage de retourner dans cette ville, c'est qu'elle est un modèle à suivre pour les uns, à rejeter pour les autres. La station d'épuration de Porto Vecchio, c'est de notoriété publique qu'elle est sous-dimensionnée puisqu'elle est faite pour 35 000 équivalents habitants. Et l'afflux touristique multiplie par 10 pendant la saison estivale. Donc elle est sous-dimensionnée. En plus, elle est placée dans une zone humide. Face aux critiques, la mairie de Porto Vecchio nous a ouvert les portes de son actuelle station d'épuration. Visite guidée, assurée par son ingénieur en hydrologie. Donc l'arrivée des effluents se fait ici, passe dans un bassin tampon avec un... L'équipement est dépassé. Une nouvelle station d'épuration sera d'ailleurs érigée au même endroit d'ici 3 ans, à proximité de la rivière du Stabiac, en pleine zone humide donc, pour 45 000 équivalents habitants. Surdimensionner une station, ça peut aussi poser des problèmes en termes de fonctionnement, en termes de coût d'exploitation. Aujourd'hui, la commune n'a absolument aucun intérêt à surdimensionner, mais elle doit réellement dimensionner au plus juste. Encore une fois, on a tenu compte du zonage d'assainissement qui définit les zones qui seront raccordées et aussi des interconnexions qui peuvent être envisagées avec des communes limitrophes. Il faut vraiment que ces travaux soient faits parce que là, clairement, cette station-là, elle fonctionne avec des dérogations par rapport aux normes actuelles. Effectivement, la station fonctionne sur des normes de rejet qui datent de sa construction, qui aujourd'hui sont respectées, mais en 2017, on est en droit d'attendre effectivement des normes de rejet plus exigeantes, notamment pour améliorer la qualité du Stabiac. C'est ce que les services de l'État exigent. Avec l'ouverture de nouvelles lignes, aériennes ou maritimes, la région accroît son attractivité et sature un peu plus tous les réseaux. Sur l'axe territorial Bastia-Bonifacio, cela coince aux heures de pointe. Le croisement de Sainte-Lucie de Porto Vecchio, 20 km au nord de la Cité du Sel, est l'un des plus encombrés de Corse. Plus de 15 000 véhicules l'empruntent quotidiennement en été. Avec la surfréquentation estivale, les riverains sont au bord de la crise de nerfs. Moi j'habite à Lecce, je suis maintenant patron ici. Pour venir de Lecce à chez moi, je mets actuellement 3 quarts d'heure. 3 km 3 km 500. Il y a beaucoup de bruit, évidemment, donc ça provoque quand même un petit peu de fatigue nerveuse. Souvent les clients nous disent qu'ils n'arrivent pas à s'entendre lorsqu'ils discutent, tout simplement. Nous partons à présent dans l'intérieur de l'île, car le risque d'asphyxie gagne aussi la montagne. Au col de Baède, plusieurs centaines de véhicules se croisent ou stationnent sur la route en été, faute de place au seul parking public payant. Le site est classé carrefour de randonnée pédestre, un patrimoine célébré dans le monde entier,
On y vient de loin se prendre en photo et souvent la foule de touristes laisse aussi quelques souvenirs. C'est vrai qu'on se disait un petit peu tout à l'heure sur le sentier que voilà, qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très propres et qui pourraient au moins aller dissimuler ou garder les déchets dans une pochette, dans un sac, ce qui est quand même pas compliqué. Baaed, site fragile, accueille plusieurs espèces protégées. Plusieurs acteurs, trop peut-être, sont censés intervenir sur ce territoire. Une gestion désordonnée et des agents de terrain qui tirent la sonnette d'alarme. C'est très difficile pour une commune de 100 ou 500 habitants d'assumer le coût financier d'infrastructures qui devront être adaptées à un afflux de peut-être 5000 personnes en été. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Les chiffres donnent le tournis. 800 000 visiteurs par an, avec des pics à 9 000 visiteurs par jour en pleine saison. Les commerces se frottent les mains. Mais Baaed est aussi un village avec des cabanes habitées durant l'été. Un comité de riverains se bat depuis plusieurs années pour obtenir l'électricité, l'assainissement, le label Grand Site. Il s'empare aujourd'hui d'une autre question, la gestion des seuils acceptables de touristes. Et ça veut dire qu'il faut arriver à ces touristes, être capable de les accueillir, être capable de leur rendre la visite agréable, entre guillemets, mais en même temps arriver à gérer, réguler les nuisances qu'ils provoquent. Le Machu Picchu, par exemple, au Pérou, effectivement, c'est un site remarquable, et de ce fait fragile, et de ce fait protégé. Et effectivement, l'effectif est régulé dans le temps et dans le nombre. Et peut-être sur Baaed, il faudra peut-être arriver à des solutions de ce genre, c'est-à-dire être aussi à la hauteur de l'accueil. Nous redescendons des sommets vers le littoral. Dans le désert des Agriates, les plages du Lod et de Salić offrent de véritables cartes postales aux visiteurs. De longues étendues de sable blanc, sous la protection du Conservatoire du littoral. Et deux moyens de s'y rendre si vous n'êtes pas marcheur. En 4x4 ou par bateau. D'un côté, un trajet d'une vingtaine de minutes sur l'eau, de l'autre, 45 minutes de piste en terre. Et des estimations de fréquentation pour les périodes de pointe. Plusieurs milliers de touristes au Lod, 1500 à Salić. Ça devient surfréquenté parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a tous les bateaux locaux, les locations de bateaux. Salić, c'est la plage où tout le monde mouille, quoi. Plus de touristes, je pense pas que ça soit très bon. Parce que c'est déjà, quand on a connu Salić à une époque où c'était un peu tranquille, maintenant ça commence à devenir... Il ne faudrait pas que ça devienne la Côte d'Azur, par exemple. Maîtriser la fréquentation des Agriates, impossible, disent en même temps les professionnels. Pour l'éviter, certains touristes préfèrent d'ailleurs l'arrière-saison. C'est pas plus mal parce que moins de population, plus tranquille et je pense des avantages financiers. Pourquoi septembre? Parce qu'il ne fait pas trop chaud et qu'il y a moins de monde. C'est plus calme. L'avantage de la Corse, c'est qu'on a quand même du soleil. La preuve, vu le temps en ce moment. Le site de Salić appartient à une commune de l'intérieur sans moyens, sans Petro di Tinte. Mais ce sont deux villes du littoral, Île-Rousse et Saint-Florent, qui en tirent des bénéfices. À Saint-Florent, nous avons rencontré un hôtelier. L'avenir de son secteur, il le voit, dans un tourisme durable. Essayer l'été, au mois d'août, de rentrer à Saint-Florent, d'aller à Calvi, Île-Rousse, Bonifacio, Porto Vecchio, c'est infernal au niveau de la circulation. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Nos clients, on leur conseille de venir en avion, ils viennent ici. Nous, à leur disposition, on met des vélos électriques, par exemple, pour les petits déplacements pour aller au village. On fait pas mal d'économies sur plusieurs secteurs. Vous parlez d'eau, effectivement, on a des économiseurs d'eau dans les chambres. Ensuite, des économies d'énergie, puisqu'on a l'eau chaude solaire. La Balagne, c'est autre territoire touristique. Le choix du tourisme comme activité première y a été fait, et depuis longtemps. Jean-Michel de Marco dirige l'Office du tourisme d'Île-Rousse. Face aux nouveaux enjeux, sa structure planche comme les autres sur une nouvelle stratégie. Un tourisme porteur de développement, mais respectueux de l'environnement et, c'est nouveau, des habitants. Tout un programme. Cela s'appelle l'acceptabilité sociale. Au mois d'août, on atteint une capacité de charge à tant de personnes, de touristes par an. Nous sommes une île, nous connaissons les portes d'entrée et les portes de sortie. Il serait assez facile, à un moment donné, de dire stop. Et essayons d'avoir une activité beaucoup plus acceptable par la population locale, sur la fréquentation, sur les embouteillages, etc., sur les désagréments que de toute façon cette activité a, et on en est conscient, mais qu'elle puisse être aussi bénéfique pour la population locale. La pression touristique n'est pas ressentie partout sur le territoire insulaire, mais l'objectif de le maîtriser se veut défini pour toute la Corse. Pour certains, le tourisme de masse est l'ennemi, quand d'autres affirment que ne pas agir
serait renforcer la tourismophobie ambiante et peut-être aussi tuer la poule aux œufs d'or. Voilà pour ce reportage. Alors Marie-Antoinette Maupertuis, sur le constat d'abord, cette hausse qui maintenant est tous les ans revient, hein, on a dit plus de 3 millions de touristes. Comment on l'explique, la situation internationale instable aussi des pays de Méditerranée et l'attrait de la destination corse? Oui, il y a plusieurs choses qui interviennent dans ce... Alors il faut savoir que pendant 5 ans, effectivement, il y avait une stagnation. Hein. Pendant 5 années consécutives, on a reçu le même nombre de touristes avec un taux... très faible d'augmentation. Là, ça fait 2 ans, effectivement, on a une augmentation l'an passé de plus de 3%, cette année plus 4%. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à une situation internationale où, effectivement, beaucoup de gens ne vont plus dans les régions du Sud et notamment dans les pays du Maghreb ou potentiellement dangereux à cause, effectivement, des menaces de Daesh. Donc, il y a un repli qui se fait sur l'Espagne, sur le Portugal, et nous sommes, j'ai envie de dire, Sardaigne et Corse au milieu, Baléares aussi. Ensuite, effectivement, il a fait chaud, indiscutablement, et dès qu'on peut prendre 3 jours, même en avant-saison, il faisait très chaud déjà au mois de juin, donc les gens sont partis, ils continuent d'arriver au moment où l'on parle. Voilà. Et puis enfin, nous avons procédé aussi à l'Agence du tourisme, à une stratégie de communication orientée vers les marchés internationaux pour essayer de diversifier la clientèle. Et ça fait partie d'un élément important pour ne pas avoir tout le monde au mois d'août. Sauf que cumulé, du coup, on arrive effectivement à un nombre de tourisme très important sur le territoire. Monsieur Giudicelli, vous partagez ce constat. C'est une bonne saison, une excellente saison pour les professionnels. On va modérer un peu cet enthousiasme. Voilà, c'est une bonne saison. Oui, il y a eu un peu plus de monde. Un début de saison qui a été un petit peu délicat avec un mois de mai où ça n'a pas été aussi bon que les autres années. Un mois d'avril un peu supérieur. Par contre, constat évident, septembre est un mois de saison plein et comme disait la présidente tout à l'heure, les touristes sont encore en train d'arriver et on finira avec un mois de septembre avec plus de 90% de taux de remplissage dans nos établissements. Ce qui est un peu aussi la conséquence. Voilà, et c'est un peu la conséquence de ce qui est dit dans le reportage, c'est-à-dire qu'il y a cette surfréquentation juillet-août et du coup cet attrait pour le mois de septembre où la météo est très clémente, où on peut faire toutes les activités et en même temps on a des sites qui sont un peu moins fréquentés, beaucoup plus accessibles, des routes beaucoup plus fluides aussi. Vous considérez effectivement, vous parlez déjà de cette surfréquentation estivale avec ce décalage vers le mois de septembre, le mois d'octobre et peut-être aussi l'avant-saison, que l'on a atteint un seuil de tolérance pour ce qui est du mois d'août? C'est évident, je crois que personne ne peut remettre ça en question. Aujourd'hui, on a clairement atteint des seuils qu'il ne faut pas dépasser pour le mois d'août, en tout cas oui. Le mois de juillet, on sera beaucoup plus sceptique là-dessus, puisque le mois de juillet, pour le secteur professionnel, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans l'hébergement, malheureusement, il y a un problème massif, c'est l'offre qui est non professionnelle. Avec les résidents secondaires. Voilà, les professionnels ne représentent que 25% de l'hébergement d'après les chiffres de l'INSEE. Et les 3/4 sont donc non professionnels avec tous les problèmes de gestion de flux que l'on peut voir. C'est-à-dire que nous, professionnels, on a des actions pour gérer l'eau. On avait tout à l'heure un hôtelier sur Saint-Florent, mais il faut savoir que dans notre organisation, on a mis un projet pilote qui s'appelle le projet RISPET, sur lequel on a des établissements qui sont là en voie de finir leur première année d'expérimentation et on va étendre ce projet-là pour diminuer la consommation d'eau, la diminution des déchets et la diminution des consommations énergétiques. Avant de donner la parole à Jean-Marie Céité sur la saturation, on va écouter, on l'a vu dans votre reportage, Gérard Moncristiani de l'association de défense de l'accès aux plages, sur ce risque de saturation. On l'écoute et on vous donne la parole. Les gens vont dire, si c'est pour aller dans des endroits où on ne peut plus stationner, où on ne peut plus circuler, où les réseaux d'assainissement et d'eau sont vétustes et ont des difficultés à alimenter les populations, on risque d'avoir des conséquences irréversibles pour, d'une part, notre environnement et en même temps pour l'économie locale. Alors, est-ce que c'est ce que vous ressentez dans votre micro-région? Il y a Scande, la Galère, il y a Le Mans, le Marsoulines. Alors oui, effectivement. D'abord, moi, je tiens à signaler que le reportage est intéressant parce qu'effectivement, il balaye vraiment les problèmes et les opinions. Et y compris, d'ailleurs, on voit à la suite des gens qui ont des opinions différentes sur le même sujet, notamment entre les gestionnaires de bateaux ou de 4x4 pour aller à la plage de Salèche. En ce qui concerne la commune, la micro-région, on a effectivement 2 endroits qui sont
extrêmement attractifs, qui sont la réserve de Scande et la vallée du Fang, qui est classée à l'UNESCO avec effectivement ce fameux programme de respect des écosystèmes. Absolument. Programme MAB. Voilà, le programme MAB qui dit Man and Biosphere, c'est qui dit qu'en fait l'homme doit être au centre des choses et qu'effectivement, il faut maintenir un bon équilibre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, effectivement, il y a eu du monde. Oui, il y a du monde, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, il y a de l'étalement, il y a de plus en plus d'étalement, et ça c'est une excellente nouvelle pour la Corse. On se souvient, il y a 20 ans, on était tous en train de se dire quand est-ce qu'on sortira des 15 jours d'été. On en sort. Ensuite, sur la question de la capacité de charge, juste un mot, c'est très difficile d'avoir des critères objectifs pour mesurer la capacité de charge sur des espaces comme la rivière du Fang ou la réserve de Scande. Ça veut dire qu'il faudrait des indicateurs biologiques. Et on n'en dispose pas. C'est pas fiable, c'est compliqué, on n'arrive pas à les mettre en place. Donc la capacité de charge qu'on a, c'est une capacité de charge ressentie, qui est en même temps exacte, parce que finalement c'est celle que les gens... Mais elle dépend de chaque personne. Mais pourtant, vous êtes une réserve, donc il serait peut-être assez facile de mettre une porte d'entrée et de comptabiliser les personnes qui rentrent dans cette réserve du Fang, en tous les cas pour la poche centrale de la réserve. Alors, comptabiliser, déjà, c'est compliqué. Regardez la réserve de Scande, là, on a des chiffres qui vont de 180 000 à 1 million, suivant les interlocuteurs. Donc, on voit qu'on a un vrai problème. À ce titre, d'ailleurs, le parc va faire le boulot, là, les années qui viennent, puisqu'il va y avoir des vrais comptages qui vont être mis en place. Donc, on va avoir, là, des informations. C'est l'un des problèmes. L'un des problèmes, c'est qu'on a du mal, aujourd'hui, à avoir des informations fiables sur le nombre de personnes, sur les flux. Alors, on en a un peu plus sur la vallée du Fang, mais sur la vallée du Fang, on a une question qui est simple, un problème qui est difficile à résoudre, qui fait que les habitants permanents ont l'impression d'être abandonnés l'hiver et envahis l'été. C'est qu'on a tous les jours, l'été en pointe, entre 800 et 2000 personnes, visiteurs à la journée. Visiteurs comme dans un jardin d'acclimatation ou un parc d'attractions. C'est que des visiteurs qui ne payent pas de taxes de séjour sur place, des visiteurs qui consomment, mais peu, parce qu'effectivement, il y a peu d'infrastructures pour les recevoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent. Ça, c'est des problèmes qui sont compliqués, qu'on ne résoudra pas seul, il nous faudra l'aide de la collectivité. Est-ce qu'on n'est pas encore à la tourismophobie comme on a pu voir dans certains pays d'Europe, mais est-ce que vous tenez compte de cette lassitude, de cet agacement de la population locale dans votre politique et comment faire autrement? Non seulement moi j'en tiens compte, j'essaye dans ma politique d'en tenir compte, mais j'y ai travaillé en tant que chercheur par le passé, et les premiers papiers sur les questions d'acceptabilité sociale du tourisme, vous pouvez le vérifier, ont été produits à l'Université de Corse. Juste une chose, la question de la pression et la capacité de charge, c'est une notion qui est très relative. Bon, il ne faut pas minorer le fait qu'il y a beaucoup de touristes en Corse, indiscutablement. Est-ce que c'est trop ou pas? Ça devient relatif comme raisonnement. C'est-à-dire que ça dépend des micro-régions, en termes spatial, d'une part. Alors, par exemple, à l'échelle de l'île, effectivement, il y a 10 touristes pour un habitant. C'est 14 aux Baléares, c'est beaucoup moins en Sardaigne. Donc, vous voyez bien qu'il y a une analyse comparative à réaliser. Ensuite, tout dépend de l'échelle spatiale considérée. Effectivement, vous avez des sites qui sont surfréquentés et paradoxalement, les sites protégés ou les sites mythiques, entre guillemets, mais vous avez aussi des endroits où les choses se passent bien et c'est assez fluide. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une exigence, effectivement, de maîtrise et de gestion. Et d'ailleurs, un des signaux importants, c'est que les professionnels aujourd'hui commencent à dire attention, on a un effet foule, ce qu'on appelle l'effet foule, ça commence à devenir répulsif. Voilà, comme nous n'avons pas envie d'aller en vacances dans des endroits qui sont archi saturés. Donc, au-delà du fait que nous avons à protéger notre environnement pour le transmettre à la génération future, il y a un danger aussi de tuer la poule aux œufs d'or, comme vous l'avez bien dit, et effectivement de faire disparaître, en gros, la rente touristique. Ça, c'est évident. Donc, il y a une exigence de gestion, évidemment. J'ai envie de vous dire, cette exigence de gestion que vous appelez de vos voeux, elle signifie quoi? Est-ce qu'elle veut dire qu'on doit fixer des seuils? Est-ce qu'il faut dire qu'on va cibler une clientèle touristique plutôt qu'une autre? Et laquelle dans ces cas-là? Alors, la première chose, ça a été évoqué il y a un instant, c'est la question de la donnée. C'est fondamental. La question de la donnée, aujourd'hui, il y a les sites... Normalement, les sites protégés ou les sites gérés ont de la donnée. On sait que sur les Lavezes, par exemple, sur l'île Lavez, il y a en moyenne, en haute saison, plus de 3000 personnes sur le petit îlot des Lavezes. Dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, on a entre 70 et 100 bateaux qui mouillent. C'est une réserve internationale. Donc,
vous ne pouvez pas vous imaginer, ou peut-être oui, ce qu'il peut y avoir dans des endroits où il ne passe jamais un garde-côte, jamais une police environnementale, etc. Donc les lacs eux-mêmes, les lacs sont sursaturés. On est arrivé jusqu'à dénombrer en pointe, au mois d'août, 2000 personnes jour au lac du Mel. C'est devenu une station balnéaire. Donc, il y a la question de la donnée, des comptages, des éco-comptages qui sont réalisés, en particulier dans les réserves. Le Conservatoire littoral le fait, notamment dans les Acréates. Et il faut croiser ces données avec ensuite l'état des écosystèmes. Ça, c'est très important. Il y a aussi, effectivement, une nécessité. Ça, c'est l'observation. Deuxième point, il y a la canalisation des flux touristiques. Dans certaines destinations, ce que j'appelle la canalisation, excusez-moi, c'est pas terrible, mais c'est effectivement la gestion du flux. À un moment donné, lorsqu'on a constaté que les écosystèmes et la population avaient dépassé certains seuils de supportabilité, de soutenabilité, eh bien à ce moment-là, il faut des quotas. Ça existe. On ferme, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ferme. Dans les Cinque Terre, ils vont fermer. Moi, j'ai voulu visiter au mois d'avril un site archéologique à Malte. Le site était fermé, il fallait réserver. Enfin, le site n'était pas fermé, il fallait réserver 3 mois à l'avance pour avoir un permis d'entrée. Ça existe dans certains pays. En France, les sites sont libres d'accès et non payants. Ce qu'on paye, c'est un parking en haut de la Restogne, à Bavé, là. Mais les sites sont libres d'accès. Donc, il va falloir qu'effectivement, nous réfléchissions à des dispositifs institutionnels et réglementaires spécifiques, de fiscalité et autres, pour pouvoir réguler les flux. Bernard Guidici, vous n'avez peut-être pas la même notion du seuil de saturation ou pas, et est-ce que ces solutions vous séduisent ? Alors il y a ces solutions qui sont bien évidemment évidentes. La surfréquentation des sites, de toute façon, est préjudiciable à tout le monde. On a évoqué tout à l'heure ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, notre clientèle a beaucoup de remontées en nous disant on a voulu aller à telle ou telle plage, on n'a pas pu, il y avait trop de monde, il n'y avait pas de parking. Donc indéniablement, pas seulement pour les sites sensibles. Voilà, et indéniablement, il va falloir mettre en place des structures d'accueil. On ne peut plus accueillir les gens, mais quels qu'ils soient, que ce soit à Saletch, à Bavé, là et autres. Il va falloir qu'il y ait des parkings de capacité suffisante. On l'a vu, les problèmes d'hygiène également. Mais plus que ça, il va falloir, c'est vrai qu'imposer une taxation, une entrée, ça s'impose, mais de manière plus rapide et plus incitative, on pourrait déjà peut-être, comme le disait M. CIT tout à l'heure, avoir une comptabilité instantanée et utiliser les nouvelles technologies pour peut-être, avec des applications numériques, orienter en temps réel, parce que les touristes eux-mêmes se plaignent. Quand ils veulent aller à la plage de Baudre et que c'est surfréquenté, si en amont ils ont l'information... Avec un outil informatique qui leur permettrait de se dire on va aller plutôt dans cet endroit-là aujourd'hui plutôt que... Tout à fait. Si aujourd'hui il y a du vent, la vallée du Fang est fermée, tout le monde va se rabattre sur tel ou tel site, avoir une implication qui inciterait à dire regardez, tel ou tel site est déjà à saturation en termes de stationnement, en termes peut-être aussi d'utilisation du domaine public ou sur tel ou tel sentier, voilà, on a atteint telle capacité. La clientèle écouterait ? Écoutez, aujourd'hui, la clientèle se plaint elle-même quand c'est trop fréquenté. Si on passe 2 heures à chercher une place, on le voit bien dans les reportages, on va dire bon, mais j'ai perdu ma journée. Voilà, j'ai perdu ma journée. Donc je pense qu'il va falloir travailler là-dessus. Il y a 2 éléments importants à rajouter en complément. C'est qu'on a oublié dans le projet touristique depuis des années. Et le reportage, en fait, démontre à quoi ont conduit les politiques de non-choix. Pas de choix, parce que s'il y avait eu des choix, les choix sont respectables. Les Baléares ont décidé de faire du tourisme de masse pendant plusieurs décennies. Là, il n'y a pas eu de choix et le résultat, on le voit avec l'économie résidentielle qui s'est développée en particulier dans les années 2000. Donc pas de choix dans les années 60, le tourisme nous tombe sur la tête. Pas de choix dans les années 2000, on part sur de l'économie résidentielle et tout le monde veut faire de l'argent avec des villas, des locations, etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec des phénomènes de sursaturation qui imposent de replacer le comportement du touriste et la vie du résident, l'acceptabilité du résident au cœur du projet touristique. Si on va continuer à faire du tourisme, le tourisme durable a été consacré par le PADUC, on refuse le tourisme de masse, et on l'a dit au moment du vote du PADUC. Par contre, même pour faire du tourisme durable, il va falloir impliquer et les résidents et le touriste. Et pour les impliquer,
Il faut utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez parlé de saturation, vous avez parlé des Baléares. Une consultation a eu lieu cet été. 67% de la population des Baléares estime qu'il y a désormais trop de touristes et qu'il faut mettre un frein et pourquoi pas un chiffre justement à l'entrée des ports, des aéroports, comme on a pu l'entendre dans le reportage. Vous pensez qu'on doit s'orienter aussi brutalement sur une telle politique où on n'en est pas encore là? Il faut avoir des politiques en amont qui évitent d'en arriver là. Moi, je veux bien répondre là-dessus. Oui. Moi, je partage votre avis sur le fait qu'on peut prendre des positions très fermes en interdisant. Ça, c'est vraiment la dernière limite. Ce qu'il faut essayer de prendre, c'est des mesures incitatives. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'information et il faut la diffuser et il faut ensuite essayer d'orienter les gens vers des secteurs possibles. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire ce que disait la présidente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, se priver des systèmes d'information géographique ou se priver des systèmes modernes des technologies de l'information et de la communication pour à la fois connaître les flux, comprendre les territoires et les gérer, c'est très certainement se priver d'un outil qui est extrêmement performant. Donc la première chose à faire, ça va être ça. En parallèle, il y a des choses à mener. Ça veut dire que, par exemple, il y a des choses qu'on connaît, et puis il y a des choses de bon sens. À partir du moment où on n'a plus d'eau à donner à boire aux gens, c'est pas la peine d'essayer de les accueillir. À partir du moment où on n'est pas capable de traiter les effluents, il ne faut pas non plus les accueillir. À partir du moment où on met en danger le milieu, il faut arrêter. Donc ça, c'est des choses qu'on peut quantifier relativement facilement dans les documents d'urbanisme. Mais on se retrouve dans la question du tourisme, et je suis d'accord avec Nanette Maupertuis sur cette question de la décision, on se retrouve dans les mêmes problèmes qu'on a avec l'aménagement. On s'est retrouvé en Corse avec une île qui s'est auto-aménagée. C'est-à-dire que les privés, ils ont construit une route, un bâtiment, un machin, puis ça se débrouillait. Il n'y avait pas de grands aménagements publics. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'aménagement de l'entrée des villes, il souffre terriblement. Il est particulièrement mal fait. Pour le tourisme, c'est la même question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de choix d'aménagement. On a laissé les choses se faire. Les gens ont fait du mieux qu'ils pouvaient, comme pour l'aménagement, mais le résultat, il est un peu catastrophique parfois. Monsieur Cité, quand on regarde votre réserve du fonds, même l'UNESCO, puisque vous dépendez de l'UNESCO, dit attention, si vous ne protégez pas davantage, si vous ne protégez pas mieux votre milieu, on risque de vous enlever le label réserve. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, effectivement, si les politiques n'y vont pas, c'est la destination elle-même et les labels qui vont être mis en question. Alors oui, c'est pas tout à fait pour ces raisons qu'il y avait des problèmes avec l'UNESCO, c'était plutôt pour la taille de la réserve. Puisque aussi, ils vous demandent de faire une extension de réserve. Ils nous demandaient 3 millions d'habitants, on avait un peu de mal. Très honnêtement. Il fallait qu'on déborde très très large. Donc on avait finalement dit qu'avec le Vallon du Porto, ils étaient d'accord, ils sont d'accord sur le principe. Donc aujourd'hui, effectivement... Alors, la question de la gestion se posait plus sur la partie patrimoine mondial en mer, où effectivement l'UNESCO disait on ne comprend pas. On a créé une zone patrimoine mondial qui doit être extrêmement protégée, elle n'est pas gérée. Aujourd'hui, l'État, puisque c'est l'État de le faire, l'État n'a pas mis en place les outils de gestion. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc là, effectivement, il y a du travail à faire, il faut le faire. Je pense que ce serait catastrophique pour la région que de perdre les labels patrimoine mondial ou de perdre le label maintenant biosphère. Donc il faut se battre, il faut continuer à faire le boulot. L'intérêt de ces labels-là, c'est aussi d'essayer de mettre tout le monde autour de la table. Moi, je pense que nous, les communes, on ne fera pas seul, on ne sait pas faire seul. On saura faire avec la collectivité, avec l'État, avec les Comcom. D'autant que les labels, Madame Maupertuis, ça veut dire encore plus de touristes, ça veut dire encore plus d'infrastructures à prévoir. Vous êtes d'accord avec ce que dit Xavier Luciani dans le reportage, à savoir il faut maintenant qu'il y ait une véritable collaboration entre les différents offices, agences et rentrer dans le jeu de l'urbanisation aussi? C'est précisément la façon dont nous travaillons. C'est-à-dire que, je ne vous donne qu'un exemple. Les aides accordées au tourisme depuis 2016 ne sont octroyées que sur la base d'une analyse qui aujourd'hui, certes, est assez légère, pas assez approfondie et qui mérite d'être améliorée, d'une analyse de l'éco-conditionnalité et de la soutenabilité du projet sur le plan environnemental. Et le dossier, avant d'être traité à l'Agence du tourisme, est envoyé à l'Office de l'environnement pour un examen. De la même façon, nous travaillons aussi lorsqu'il y a des aménagements de sites ou des demandes d'aide pour tel ou tel site, en collaboration avec l'Agence d'urbanisme et de l'énergie, mais aussi dans un sens très proactif. Par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, parce que je considère qu'il y a véritablement une transition écologique à opérer et une bifurcation qualitative à faire dans le domaine du tourisme. Nous avons, dans le cadre de la PPE, avec Fabienne Giovannini, effectivement soutenu et identifié des hôtels qui, aujourd'hui, fonctionnent
avec des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau, dans une logique d'éco-responsabilité. Donc, nous travaillons véritablement sur une logique transversale. Il ne peut pas en être autrement. Le problème, vous l'avez compris, est très complexe. Nous héritons d'une situation, et nos enfants vont hériter de cette situation encore aggravée. Est-ce qu'on peut, j'entends dire, on va interdire? On peut faire des quotas, sous réserve d'un certain nombre de choses. On peut inciter à. Le Conservatoire du littoral, désormais, fait des sentiers. Il est interdit d'aller en dehors des sentiers. On va sur le sentier qui a été prévu. Mais vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un, quel qu'il soit de par le monde, à venir visiter la Corse. Il y a une limite de capacité. Et c'est un élément de capacité. La promotion de la destination un petit peu partout en Europe. Ouais. Donc, et nous avons été très prudents sur la campagne de communication. Il n'y a jamais une image qui concerne un site protégé ou, parce qu'on montrait toujours Scandola, Bavé, là. Donc même en communication, nous avons adapté la communication. Nous essayons d'orienter vers d'autres éléments patrimoniaux que les sites mythiques. Donc vous voyez qu'on a vraiment intégré toutes ces difficultés-là. Et si vous le permettez, je voudrais terminer sur un point, c'est qu'il est absolument nécessaire de considérer qu'aujourd'hui, on peut réorienter le tourisme, mais je ne pense pas qu'on puisse interdire. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre national français. Nous n'avons pas les prérogatives, ne fût-ce que des Baléares ou de la Sardaigne, même en termes d'éco-fiscalité, pour inciter les camping-cars à aller dormir dans un camping. Nous avons fait une délibération au mois de juillet dernier et nous avons demandé au gouvernement, dans le cadre de la prochaine loi de finances, d'intégrer une écotaxe remboursable s'il se comporte de manière vertueuse. Eh bien, qui pourrait s'appliquer dès la saison 2010. Qui pourrait s'appliquer. Eh bien, nous sommes dans l'attente là-dessus d'une décision, mais ça veut dire que demain matin, on veut interdire à des personnes d'aller sur tel site. C'est compliqué. Ça ne se fait pas comme ça. On n'a pas les manettes institutionnelles pour le faire. Bernard Guillichi, sur l'hébergement aussi, on donnait ce chiffre de 158 000 lits, puis 60 à 80 000 résidences secondaires, puis il y a les Airbnb aussi là-dedans. Oui, c'est pour ça les chiffres donc sont beaucoup là plus aussi, est-ce que ça veut dire qu'il faut stopper les investissements en termes d'infrastructures? Il y en a assez ou il faut continuer à comme planifier le disait tout à l'heure la présidente, les professionnels sont responsables. Nous, on est engagés dans des démarches. On est soutenus par l'Agence du tourisme dans nos démarches d'éco-conception, mais aussi de réaménagement et de restructuration de nos établissements, que ce soit dans l'hôtellerie et dans la restauration. On passe en phase 2 du projet RISPET avec une extension et une propagation sur l'ensemble des hôtels qui sont aujourd'hui partenaires de notre organisation professionnelle. Mais plus largement, aujourd'hui, il faut prendre la destination Corse comme une destination d'écotourisme. C'est indispensable. Aujourd'hui, l'ONU, en 2017, c'est l'année mondiale du tourisme durable. Donc c'est aujourd'hui un des critères essentiels. On voit bien que ce n'est pas le chemin pris, notamment par Porto Vecchio, on entendait ce choix qui est à notre choix. Je ne sais pas si le choix de Porto Vecchio est différent. Aujourd'hui, c'est le choix en tout cas de nos hôtes. Nos hôtes veulent de la qualité. Ils viennent en Corse, pourquoi ? Parce que c'est cette image nature. Ne gâchons pas ce capital nature qui est aujourd'hui l'attrait de notre destination. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire effectivement des économiseurs d'eau aux énergies renouvelables dans les hôtels, ce n'est pas du gadget, des équipements mais c'est qui plus large attirent, que ça. voilà, des équipements qui attirent on fait des ensuite... diagnostics précis pour avoir l'empreinte carbone. On a un étiquetage environnemental de nos établissements qui est mis en place avec une quantification de l'impact carbone de nos établissements, de la gestion de l'eau, mais ça va aussi sur les petits déjeuners. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des petits déjeuners identitaires, parce que non seulement, il ne faut pas être philanthrope non plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens viennent dans nos établissements et dans notre destination? Ils veulent manger identitaire, ils veulent aussi consommer identitaire. Est-ce qu'il va rester le problème des grandes infrastructures? On parle de l'assainissement, on parle des routes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les budgets, comme disait M. Seité, de l'hébergement est non professionnel. Donc il va falloir réglementer cette partie-là aussi. Nous, les 25% de l'hébergement professionnel, on est engagé depuis déjà plusieurs mois dans cette démarche-là. Mais 75% de l'hébergement n'est pas encadré. Et c'est peut-être sur ces 75, ces trois quarts. Du point de vue des finances publiques, c'est là où on a le plus de désagréments, vous dites. On ne gère plus les flux. Ah ben là, on ne gère plus rien. On ne gère plus. Dans l'économie, je dirais que le débat est intéressant parce qu'il montre qu'en fait, il y a la question de la protection de l'environnement qui est essentielle, puisque c'est l'avenir de nos enfants. Ça, c'est évident. Et concomitamment, il y a une question d'économie informelle
Et les deux sont liés aujourd'hui. Parce que lorsque vous êtes dans l'économie marchande formelle, vous pouvez imposer, inciter, recommander, faire de l'information. Mais lorsque vous avez des gens qui n'existent que sur le billet d'avion ou sur le billet de bateau, et ensuite vous ne savez pas, il y a une grande difficulté à gérer. Et c'est effectivement les 2/3 des lits qui sont dans cette économie informelle. Du point de vue des finances publiques, aujourd'hui, on a un coût social du tourisme qui n'a jamais véritablement été évalué. Ce que ça coûte à l'environnement, ce que ça coûte à l'infirmière qui va travailler le matin. Les études sont en cours pour l'évaluer ? Il y a des éléments chiffrés, il y a quelques éléments chiffrés réalisés par l'université, mais qui méritent d'être complétés. Il faut une analyse coût-avantage macroéconomique du tourisme. Ça, c'est le premier point. Il ne peut pas y avoir d'un côté des coûts sociaux supportés par tout le monde et payés par les impôts, et d'autre part, effectivement, des bénéfices privés. Et qui rétablit les deux en général, c'est effectivement sortir de l'économie informelle et avoir des recettes fiscales touristiques qui vous permettent soit d'inciter à changer de comportement, soit d'autre part à financer les fameuses infrastructures dont on a besoin. Aujourd'hui, c'est comme, je voudrais que l'on réalise un peu les choses, c'est comme s'il y avait 90 000 habitants toute l'année sur l'île. Il y a une ville en plus. En fait, il y a une ville en plus, sauf que cette ville est dure à gérer, en plus, parce qu'elle est diffuse. Jean-Marie Célité, on l'a dit, hein, sur ça, il y a les déchets, il y a l'absence d'accès à la santé. Alors, on a l'impression, en vous écoutant, vous êtes d'accord, il y a un risque de pression trop importante. On a l'impression qu'on fait les choses à l'envers, excusez-moi, mais c'est-à-dire on ouvre des lignes, on attire des gens, et puis après on dit, mais on n'a pas les infrastructures, donc on va commencer à réfléchir. C'est un peu le sentiment qu'on a quand on écoute tout ça. Oui, c'est un peu sévère, en fait. On est confronté au problème, et puis on essaie de le résoudre avec nos moyens. Ce qu'il faut dire en plus de ça, c'est 90 000 personnes, elles changent toutes les semaines. Très compliqué de faire de l'information auprès de gens qui changent toutes les semaines. Quand vous avez des habitants, nous on le voit au niveau des déchets. Sur les déchets, communauté de communes de Calvi-Balagne, on est plutôt pas trop mal. On fait bien le boulot. À Algajol, en faisant du porte-à-porte cet été, 60% de tri. C'est un chiffre énorme par rapport au reste de la Corse. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué parce que les gens changent toutes les semaines et qu'il faut toutes les semaines renouveler et qu'il faut beaucoup de gens. Du coup, on est obligé, nous, d'avoir des agents qui sont en permanence en train d'accueillir les gens sur ces locations informelles. Si vous regardez les priorités qui devraient être celles des décideurs dont vous faites partie, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'assainissement, c'est l'eau ou, comme me dit M. Polverine, il faut choisir, il faut faire l'eau plutôt que les routes. Vous allez dire à ceux de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, ils vont dire, et nous, notre déviation, alors on ne va plus l'avoir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut sortir de la logique mentale qui est qu'en agissant sur les choses, on va se sauver. Ça veut dire que, je vais prendre deux exemples précis. Les calanques de Piane. Aujourd'hui, on peut dire que les calanques de Piane, on double la largeur de la route. Ça va permettre de faire passer tout le monde. Je pense que c'est le plus mauvais des choix. Parce qu'à ce moment-là, on abîme considérablement les calanques de Piane. Par contre, dans les calanques de Piane, on pourra peut-être se dire que les bus ils sont de moitié de taille. Ou qu'il y a d'autres véhicules. Ça, c'est peut-être un choix qui est plus pertinent. Sur l'eau, commune de Galériens. Jusqu'à l'année dernière, jusqu'à il y a 2 ans, pardon, on a hérité de situation, on s'est retrouvé avec 200 000 mètres cubes d'eau perdus chaque année. Ça veut dire perdu, ça veut dire pompé dans la nappe phréatique, non vendu. Voilà. 2 ans de travail intensif, 2 ans d'investissement lourd pour la commune, avec l'aide de la collectivité, de l'agence de l'eau, de tout le monde. Et ben cette année, nous, la sécheresse, à Galène, on ne l'a même pas vu passer. Ça veut dire qu'on a réussi à réduire de 30% notre consommation d'eau de juillet-août par rapport à il y a 2 ans. Quand on réduit de 30 ou 40% sa consommation d'eau, il n'y a pas de souci avec la ressource. Donc le problème, ça va plutôt être de réfléchir aussi sur les comportements. Sur l'économie informelle, ça va être de réfléchir à comment on peut passer l'information à ces gens-là. On ne va pas les foutre à la porte, on ne va pas leur interdire de venir, on n'y arrivera pas. Donc c'est plutôt comment on les gère, qu'est-ce qu'on met en place comme système qui vont permettre de leur passer l'info. Une des solutions dans le PADUC aussi, c'était l'étalement dans l'espace, c'est-à-dire des micro-régions spécialisées dans certains domaines, c'est-à-dire avec des infrastructures qui auraient attiré les touristes dans ces micro-régions. C'est toujours... Une option de concentration, donc. Les Baléares ont fait un petit peu ça, à un moment donné, avec effectivement une ville où sont concentrés beaucoup de touristes. Moi, je crois que là, on hérite d'une situation. Il est difficile de revenir en arrière. Hein. Voilà, on n'est pas dans un modèle économique, on n'est pas dans une maquette qu'on fait tourner. Et l'inverse, ça devrait être quoi alors? On est dans la spécialisation du tourisme avec des équipements qui vont faire qu'on va faire la route du vin dans une micro-région, on va proposer des spectacles dans un autre ou des séminaires dans une troisième. C'est ça l'idée? L'idée, c'est que l'on est effectivement... on a un territoire quand même très particulier. On a un territoire qui non seulement est une île, qui est un territoire montagneux,
montagneux, qui est un territoire accidenté. Donc, c'est compliqué aussi de mettre en place, par exemple, de la mobilité douce. Voilà, il y a des difficultés. L'idée, c'est d'avoir quand même un équilibre spatial et un équilibre temporel. On a quand même réussi, il faut bien le dire, depuis 2 ans maintenant, on a quand même réussi à avoir un étalement avant et après saison. Et ça, c'est quand même un étalement donc temporel. Du point de vue du spatial, je crois qu'il y a de nouveaux produits touristiques à proposer en Corse. Mais s'ils viennent se surajouter à l'offre existante, ça veut dire que vous allez encore augmenter. Donc il y a véritablement cette bifurcation qualitative que nous voulons opérer, c'est-à-dire certains types de tourisme. Évidemment, on ne veut plus faire ça, on ne veut plus. Par contre, on est prêt à soutenir tous les projets de contenu touristique innovants vers l'intérieur, par exemple, mais aussi, par exemple, dans les ports de plaisance, les vélos électriques qui permettent d'aller dans les centres-villes, etc. Il y a des choses véritablement à faire et innovantes à faire dans ce domaine. Lui, justement, ce qu'il a envie de demander aux politiques en disant, voilà, quelle priorité pour nous, professionnels du tourisme, pour s'orienter vers un contrôle et une gestion des flux. Voilà, je voulais évoquer tout à l'heure, avoir déjà un moyen d'information pour les hôtes, pour qu'on puisse avoir une répartition sur l'ensemble des sites. Mais il est aussi indéniable qu'il va falloir créer d'autres produits pour drainer et pour offrir un panel de prestations plus important à nos hôtes. Parce qu'aujourd'hui, Nanette le disait tout à l'heure, pourquoi ils se concentrent sur les sites qu'on a mis comme carte postale ou souvent dans les propagandes publicitaires, on accède toujours sur les mêmes sites. Donc il va falloir aujourd'hui peut-être créer d'autres produits pour que les gens découvrent autre chose, leur inciter à aller ailleurs et aussi mettre en place des transports. On le voyait tout à l'heure. Très bon exemple d'un hôtelier qui avait mis à disposition des vélos. Mais ça, on ne le maîtrise plus lorsque l'on a de l'économie informelle. Voilà, ce sera le mot de la fin. On a bien entendu tous les enjeux et le travail qui reste à faire pour vous tous. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Le mois prochain, Inquiesta reviendra. Ce sera consacré aux pesticides, à leur usage en Corse. Puoi ridroit cette émission sur internet et multidiffusione in via stila. Intanto buonasera a tutti e un mese che bene. Bonsoir.